Yann. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Emmanuel Macron. Bonjour. Bonsoir. Emmanuel Macron, bonsoir et bienvenue. Et merci d'être là ce soir, puisque vous tenez la promesse que vous nous avez faite au mois de septembre de tout faire pour être là ce soir parmi nous, malgré un agenda qui s'est un peu chargé ces dernières semaines. Alors je voudrais signaler quand même pour la salle qu'on a le privilège ce soir d'avoir deux hommes politiques, Éric Woerth et Emmanuel Macron, qui tiennent leurs promesses, parce qu'ils sont venus tous les deux. Donc ça n'engage pas seulement que ceux qui les entendent, on peut les applaudir. Ouais. Emmanuel Macron, on vous sait en marche. Lorsque vous avez décidé de franchir le pas d'entrer en politique, vous avez d'abord suscité la curiosité, qui s'est très vite transformée en intérêt, et vous avez décidé de franchir une nouvelle étape, puisque vous avez fixé un rendez-vous, vous êtes fixé un rendez-vous avec le pays au printemps prochain. Vous avez devant vous plus qu'un échantillon représentatif, vous avez 700 vrais chefs d'entreprise, TPE, PME, de nos territoires, de l'économie bien réelle, même s'ils utilisent le digital. Et ils sont, c'est pas un scoop, ils vont être très attentifs, très curieux du message que vous allez leur délivrer, parce qu'on a parfois, trop souvent, et c'est le résumé un petit peu de ce qu'on a entendu dans le cadre de la préparation de l'AG et dans les deux tables rondes, on a parfois l'impression que c'est plutôt les préjugés, la rhétorique, les postures politiques qui président aux réformes économiques et sociales. Je ne parle même pas de la réglementation. Alors que nos entreprises n'ont pas besoin de lois de circonstance. Elles ont besoin de constance pour évoluer vers la performance, de la lisibilité, de la durabilité, de la prévisibilité. Or, c'est ce qui manque le plus. Or, je pense qu'ici, vous avez des personnes qui, plus que d'autres, sont convaincues que tout ce qui est fait contre le temps ne lui résiste pas et que c'est encore plus vrai en matière d'économie. Alors, pour résumer d'une formule simplement, peut-être les attentes de la salle ce soir, c'est Emmanuel Macron, quelle est votre vision? Quelle est l'action que vous entendez conduire? Et si vous étiez un jour en situation, qu'est-ce qui peut nous faire penser que vous aurez, vous, le courage d'agir en vue de l'action que vous avez annoncée? Voilà. Vous avez entendu en plus quelques chefs d'entreprise, le dernier notamment. Je sais que vous faites la une en ce moment en expliquant que les 35 heures, c'est un vrai sujet pour vous. Les charges sociales, eh bien, vous allez nous expliquer un peu tout ça? Voilà, 40 minutes d'explication. Merci à vous. Un grand merci à vous. Venez ici si vous voulez. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi en tout cas d'être là ce soir en Bretagne. Je pense que c'est l'un des territoires où je me suis souvent rendu quand j'étais ministre. Et en effet, il y a quelques mois, quand nous étions croisés au SPACE à Rennes, je m'étais engagé à venir. Donc, quelles que soient les circonstances et les vicissitudes de la SNCF, puisque c'est bien ce que nous avons subi, je suis là. Alors, j'ai entendu, vous avez rappelé les préoccupations. Je ne sais pas si je serai exhaustif ce soir. Et j'entendais la fin de votre table ronde à l'instant. Nous avons toutes et tous les mêmes préoccupations. Et je veux ici lever un malentendu, on entend souvent, qui consisterait à dire qu'il y aurait d'un côté les employeurs, les patrons, de l'autre côté les salariés, et que nous n'aurions pas cause commune. Je le dis bien souvent, quand on parle du chômage dans notre pays, c'est évidemment celles et ceux qui attendent l'emploi, qui sont les plus jeunes, parfois les moins qualifiés, celles et ceux qui sont en fin de droit, qui en ont besoin. Et les chefs d'entreprise désirent plus que toute autre chose créer de l'emploi dans ce pays. Et je n'ai jamais croisé un chef d'entreprise qui embauchait quelqu'un avec la perspective de le licencier. Quoi que disent certaines ou certains. Et donc la réconciliation de ce pays, elle passe en effet par une capacité à nous réconcilier toutes et tous autour, et je vous entendais l'évoquer il y a un instant, de ce qu'est le travail. Parce que les uns veulent embaucher, les autres veulent travailler. Et donc la question qui nous est collectivement posée, c'est comment précisément réconcilier notre pays avec le travail, parce que le travail, c'est ce qui paie, le travail, c'est ce qui émancipe, et ce qui permet à chacune et chacun
de trouver sa place dans la société, son rôle. Le travail, c'est ce qui rassemble, bien au-delà de tous les tabous ou les préconçus. Et donc, mon projet, ma vision, c'est bien celui, précisément, de retrouver ce chemin d'un travail efficace. Et donc de savoir revisiter quelques règles, de savoir revisiter quelques fausses évidences. Parce que nous avons un double problème en France aujourd'hui. Le premier, c'est que nous sommes le seul grand pays de l'Union européenne à ne pas avoir, depuis 35 ans, réussi à résoudre le problème du chômage de masse. Le seul. Tous nos grands voisins ont trouvé une solution. Or, dans notre pays, le chômage de masse est une réalité depuis le début des années 80. Il frappe toutes les catégories et en particulier les plus jeunes. Mais le deuxième problème que nous avons, et celui-ci est commun à tous les pays développés, c'est que sur cette situation, eh bien, se développe la révolution environnementale et numérique qui est en train de profondément changer la nature du travail, de changer ses structures, son organisation, de changer nos propres repères, et donc les comportements. Et ce qui fait que beaucoup d'évidences dans lesquelles nous vivions seront reposées. Pourquoi? Parce que ce qui fait notre quotidien et nombre de secteurs qui vous occupent aujourd'hui sera profondément revisité. Nous avons absorbé pour partie le choc de la désindustrialisation des années 80-90 en créant des emplois de services. Mais nous le savons tous, dans les 10 ans qui arrivent, des centaines de milliers d'emplois dans ces secteurs seront remis en cause par le numérique. C'est une réalité. Alors nous pouvons décider de faire ce que droite et gauche nous avons toujours fait, c'est-à-dire continuer à protéger les emplois plutôt que les individus, refuser de voir le changement, résister à cela. Nous produirons les mêmes malheurs. Ou on peut décider justement de regarder un peu différemment cette réalité du travail et de préparer chacune et chacun à l'affronter. Alors, à la racine de ce projet, de ce constat que je fais, il y a une idée forte, c'est qu'en France, le travail est trop souvent empêché. Il est empêché parce que, on le voit bien, et je le disais, un quart de notre jeunesse est au chômage, et ceux qui sont déjà le plus touchés par l'exclusion, les immigrés, les enfants des immigrés, ceux qui habitent les quartiers, sont les premières victimes de cette situation. Ceux qui sont les moins qualifiés sont plus victimes encore. Et il est empêché par quoi? Les corporatismes, bien souvent, qui existent dans tous les secteurs, qui peuvent être administratifs ou professionnels. Il faut savoir les revisiter. Il est empêché par les discriminations, qui peuvent toucher dans certains secteurs les femmes, dans d'autres les minorités, parfois les plus jeunes. Et il est empêché, vous l'évoquiez il y a un instant, par l'excès de normes. Il ne s'agit pas de considérer que la norme en soi est mauvaise. Si elle est prise, c'est qu'elle a sa justification et qu'elle est utile. Vous la réclamiez il y a un instant vous-même pour lutter contre le travail détaché. Le problème, c'est que l'instabilité de la norme, sa modification permanente, parfois la capacité que nous avons collectivement à l'utiliser à mauvais escient, eh bien, nous enferme dans une situation où la première victime, c'est celui qui tente, celui qui entreprend, celui qui prend un risque. J'entendais Alexandre Sobo évoquer le risque à l'instant. Oui, quand la norme est complexe, quand la norme est instable, elle a deux victimes. Les plus petits, parce que les plus grandes entreprises arrivent toujours à composer avec la norme, arrivent toujours à en absorber le coût. Elles ont une direction juridique qui permet d'y faire face. Les plus petites entreprises, rarement. Et puis le plus véloce, celui qui innove, celui qui justement prend des risques, pour lequel la norme peut marquer un coup d'arrêt absolument terrible. Et donc, ce sont tous ces éléments qui, aujourd'hui, l'instabilité, l'excès de normes, bloquent là aussi le pays. Et puis enfin, le travail est empêché en France par l'excès de charges. Des charges qui pèsent sur le travail et qui ne sont ni efficaces ni justes.
Pas efficace car dans un monde ouvert et compétitif, il faut que le travail soit le moins cher possible pour l'employeur, et j'y reviendrai, et pas juste parce que le chômage est désormais devenu un risque universel. Quand on a 10% de taux de chômage, quand ce niveau de chômage atteint 25% pour les plus jeunes, ça n'est plus un risque sur lequel on peut s'assurer individuellement. Les travailleurs ne peuvent plus être les seuls à financer ce risque avec les employeurs. Il faut en changer la base taxable. Ça fait partie de cette grande transformation que nous devons conduire. Et pour que chacun puisse vivre de son travail, pour que chacun puisse entreprendre plus librement, ce sont bien tous ces blocages, toutes ces entraves qu'il nous faut revoir. Alors, ce combat pour le travail, je l'ai mené quand j'étais ministre, et j'ai tout fait pour libérer le travail avec les moyens qui étaient les miens sur différents axes. Premièrement, en soutenant tous ceux qui créent du travail pour eux-mêmes et pour les autres. Je me suis battu pour faciliter la création d'activités pour les indépendants, les TPE et les PME notamment, dans des secteurs et des métiers qui jusque-là étaient verrouillés, bloqués par des règles, en défendant aussi la révision proportionnée d'un système de qualification professionnelle qui permet aujourd'hui, entre autres la reconnaissance de la valorisation des acquis de l'expérience, de faire entrer des plus jeunes ou des moins jeunes qui ont eu des accidents de carrière dans l'activité, et puis en simplifiant des choses très pratiques. La suppression de l'obligation du double compte bancaire pour les entrepreneurs, entre autres. En se battant aussi pour faciliter les embauches dans les entreprises en accompagnant la mise en place de la prime à l'embauche pour les PME, qui est une mesure qui montre tous ses effets et toute son efficacité. Deuxièmement, en élargissant les opportunités de ceux qui cherchent à travailler. J'assume pleinement cette mesure et elle n'était pas destinée, clin d'œil à ce qui vient d'être dit, aux travailleurs détachés qui peuvent faire des carrelages le week-end, mais la mesure qui consistait à ouvrir les commerces le dimanche, c'est une mesure qui permettait, très pragmatiquement, dans les endroits où c'est pertinent, en respectant les équilibres territoriaux et les équilibres sectoriels, eh bien, de créer de l'activité supplémentaire, de créer de l'emploi supplémentaire avec des équilibres de négociation. Et puis, en protégeant ceux dont le travail est une prise de risque. Et ça a été rappelé, en particulier, la résidence principale des entrepreneurs, et je m'en félicite, est désormais protégée. Elle ne peut plus être saisie par les huissiers en cas de faillite de l'entreprise. Et en garantissant à tout entrepreneur le droit à une seconde chance. Puisque dans notre pays, jusqu'à récemment, il y avait ce fameux registre 040 qui faisait que lorsqu'on échouait, la Banque de France vous stigmatisait à vie. Or, celui qui a échoué, qui a fait faillite, qui s'est trompé, en sait beaucoup plus que celui qui n'a pas encore tenté. Et c'est aussi cette révolution culturelle qu'il nous faut conduire dans le pays. Mais au-delà de toutes ces mesures, le combat qui reste aujourd'hui le mien, je veux le porter plus loin. Non seulement libérer le travail, mais faire en sorte que chacun puisse vivre de son travail, pour réconcilier justement pleinement l'intérêt de l'entrepreneur et du salarié. D'abord, en permettant justement à chacun de vivre de son travail, il faut que les opportunités puissent se multiplier. C'est aujourd'hui que nous devons préparer l'emploi de demain. Et pour cela, il faut investir. C'est la première des priorités. Notre économie a besoin d'investissements publics et privés parce que ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est du sous-investissement d'hier et d'avant-hier. Quand on regarde notre pays avant crise, il avait mal investi, trop dans l'immobilier et pas assez dans la modernisation de son outil productif. Nous avons beaucoup moins robotisé que nos voisins, 5 fois moins que les Allemands, 2 fois moins que les Italiens, en pensant à une époque que nous protégerions l'emploi. Les chiffres du chômage de l'Italie du Nord ou de l'Allemagne suffisent à comprendre que c'était une fausse idée. Nous n'avons pas du coup protégé les emplois que nous aurions pu maintenir sur notre territoire en investissant comme il le fallait. Et ensuite, nous avons trop peu investi. Nos entreprises ont trop peu investi. Mais pourquoi ? Parce que les marges étaient historiquement basses. Et c'est là qu'on réconcilie une politique
de baisse des charges avec une vraie politique de compétitivité. Lorsque les charges sont trop élevées, que les marges, du coup, sont comprimées, l'entreprise ne peut pas investir. Une entreprise qui n'investit pas ne peut pas embaucher demain. Elle se retrouve alors progressivement à perdre sa compétitivité, à se trouver distancée par ses concurrents, et elle est soumise ou à la concurrence des entreprises à bas coût, qui immanquablement la tirent vers le bas, ou soumise à la concurrence d'autres entreprises qui, parce que leurs marges sont plus élevées, arrivent à innover parce qu'elles investissent, et du coup demain à embaucher. La bataille pour l'investissement et donc la marge des entreprises, c'est une bataille fondamentale. Celle-ci s'est améliorée en raison des premières mesures prises, le crédit d'impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité. Il nous faut aujourd'hui aller plus loin, et de plusieurs façons. D'abord, sur les secteurs où c'est nécessaire, assumer un investissement public volontariste en matière de formation du capital humain, en matière de numérique, en matière de transition énergétique et écologique, il y a besoin d'un investissement public. Et il faut l'assumer. Sur 5 ans, de manière compatible avec nos engagements européens, mais en soulignant la nécessité pour l'Europe d'accompagner ces investissements. Ensuite, pour l'investissement privé, les TPE, les PME, l'ensemble des entreprises françaises doivent pouvoir continuer à investir pour gagner cette bataille de la transformation. Pour cela, il faut non seulement maintenir les allègements de charges prévus dans le cadre du pacte de responsabilité, il faut ensuite donner de la visibilité à chacune et chacun, et donc transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement de charges pour toutes les entreprises de manière claire, stable et pérenne. C'est cela ce que je m'engage à faire. C'est un allègement de charges qui touchera toutes les catégories, sans distinction, sans jeu de trésorerie, et qui, par la visibilité qu'il donne, permettra à chacune et chacun de l'avoir de manière lisible dans ses comptes, dans ses charges, et pas avec un décalage d'exercice que vous connaissez toutes et tous, et donc qui lui permettra d'améliorer ses marges et d'investir. Pour cela, je veux aussi prolonger la mesure que j'avais portée dans la loi croissance et activité, celle qui permet justement de suramortir l'investissement productif et qui est indispensable dans tous les secteurs qui doivent se moderniser. C'est une nécessité, c'est une priorité. Parce qu'aujourd'hui, pour toutes nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, cette bataille de l'investissement est absolument fondamentale. Si nous la manquons aujourd'hui, ce sera le chômage de demain et d'après-demain que nous nourrirons. Pour que chacun vive de son travail, il faut aussi que ce travail soit accessible à tous. Et pour rendre le travail accessible, il faut continuer à lever les verrous qui pèsent sur ceux qui le créent. Et le premier d'entre eux, c'est le droit du travail. Vous le mentionniez lors de votre précédente table ronde. Dans une économie ouverte, marquée par l'incertitude, les ruptures technologiques, dans laquelle il faut s'adapter en permanence, un chef d'entreprise a besoin de 2 choses. Elles peuvent sembler paradoxales pour certains, mais il n'en est rien. Il a besoin de souplesse, d'agilité et de visibilité. Plus de souplesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi ne peut plus, aujourd'hui, définir pour tous les secteurs, toutes les situations, toutes les catégories d'entreprises et de salariés les règles qui prévalent. Ça ne fonctionne plus. Et ça n'est ni efficace ni juste. Ni efficace ni juste. Parce qu'on ne peut pas, par la loi, prévoir toutes les situations. On ne peut pas aujourd'hui considérer que la loi peut, pour tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise, pour toutes les catégories de salariés, définir la durée légale du temps de travail qui a du sens, l'organisation au travail qui a du sens, les organisations productives qui ont du sens. Mais vouloir les changer par la loi n'a pas beaucoup plus de pertinence. Je l'ai souvent dit. Et je l'ai dit, vous me reconnaîtrez en la matière la constance, je l'ai dit le jour même où j'ai été nommé, il y a un peu plus de 2 ans, ministre de l'économie.
J'ai dit la même chose, je n'ai jamais varié. Je n'invente pas parce que je suis candidat aujourd'hui un programme que je n'aurais pas défendu quand j'étais ministre hier, je suis constant. Je ne crois pas que tout cela se change par la loi elle-même. Je pense que cela se transforme par une vraie révolution de pensée, une vraie révolution d'organisation collective, une révolution de confiance, celle qui consiste à dire que sur le terrain, dans l'entreprise, dans les branches, il y a plus d'intelligence collective et de capacité à reconstruire les bons équilibres. Si demain on dit dans la loi il faut supprimer les 35 heures, nous aurons un débat que nous ne connaissons que trop. Il sera théorique, il sera politique au mauvais sens du terme, et aussi vrai que ça n'était pas une bonne idée de fixer pour tous les secteurs, toutes les situations, toutes les catégories 35 heures pour tout le monde par la loi, ça n'est pas une meilleure idée aujourd'hui de le passer à 39 ou 40 heures. Par contre, donner la possibilité pour tous ces sujets de déroger à la loi par un accord majoritaire de branche ou d'entreprise, c'est ce qui est pertinent, c'est ce qui est plus efficace. Pour les entreprises qui sont capables de le faire, un accord d'entreprise pourra déroger sur tous ces points. Nous fixerons un ordre public social qui définit par la loi les éléments fondamentaux auxquels on ne peut déroger, les éléments de discrimination, d'égalité entre hommes et femmes, et je les détaillerai. Mais l'accord pourra revenir sur les autres points du Code du travail s'il est majoritaire. Parce que c'est ainsi qu'on trouvera les bons équilibres, que les bonnes garanties seront trouvées au plus près du terrain, par le dialogue social productif. Je sais que l'accord d'entreprise fait peur aux plus petites entreprises, que dans des TPE ou dans certaines PME, il paraît contraignant. Je vous rassure, je ne vous propose pas de généraliser le mandatement. Il y aura des aides qui seront apportées, organisationnelles, pour que chaque entreprise puisse négocier si elle le veut. Mais c'est l'accord de branche, alors, qui doit prévaloir et qui doit permettre, là aussi, de trouver les bons équilibres. Et on le sait bien, ce qui a beaucoup de sens dans le secteur de l'automobile, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, le temps de travail est moins un sujet quand on est un grand constructeur que dans d'autres, n'est pas compatible avec les contraintes du BTP, je vous entendais il y a un instant, de l'hôtellerie, du café ou de la restauration, ou de plusieurs autres secteurs. Et c'est par cette république contractuelle à laquelle je crois que nous sortirons de nombre de blocages, que nous ne nous enfermerons pas dans des politiques de justice qui deviennent au final inefficaces car inapplicables, ou de l'efficacité économique qui peut parfois devenir injuste. Et c'est par ce biais d'ailleurs que je compte trouver une solution pratique sur le compte de pénibilité. Le compte de pénibilité, j'entends certains qui veulent le supprimer. Je vais vous dire, je pense que ce n'est pas une bonne idée de le supprimer totalement. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelques années, je crois que c'était Xavier Bertrand, juste avant Éric Woerth, qui avait réfléchi à ce sujet, qu'il avait tenté. Il y en a d'autres qui veulent, mordicus, l'appliquer par la loi avec tous les critères. Je pense que ce n'est pas non plus une bonne idée. Ces critères, des rapports l'ont montré. Je rappelle d'ailleurs qu'au niveau national, des confédérations, même patronales, ont adhéré à ce projet. Il est pertinent dans certains secteurs, il est possible dans certains secteurs de le faire. Je prenais l'automobile, on le sait bien, dans les grands groupes automobiles où on a un travail posté, le compte pénibilité, on peut l'appliquer, ça n'est pas un problème. Allez l'appliquer dans la boulangerie, allez l'appliquer dans le BTP, allez l'appliquer dans une TPE. C'est quasiment impossible. Et donc, il faut là aussi, précisément, le renvoyer au dialogue social dans la branche et l'entreprise, en fixer les principes, mais être pragmatique, le renvoyer sur le terrain, permettre là aussi de faire respirer un vrai dialogue social productif pour sortir de cette impasse. Et je vous le dis, c'est notre responsabilité à tous et toutes. Parce que ce problème du chômage, ce problème de la souplesse qui est donnée justement aux règles du travail, ça n'est pas une loi qui le réglera. Ça n'est pas un gouvernant quel qu'il soit, ça n'est pas un président de la République quel qu'il soit. C'est notre capacité collective à changer de mentalité, à sortir d'une forme d'opposition de face à face
dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, où les uns réclament des suppressions et les autres des rajouts. Alors on finit toujours, évidemment, par une côte mal taillée, donc par quelque chose qui marche mal. Moi, j'ai confiance dans le dialogue social, le vrai, pas un dialogue qui se joue au niveau du législateur et des confédérations, qui immanquablement devient un dialogue politique. L'intérêt général, c'est le gouvernement qui le porte, le législateur. La loi le définit. Mais le dialogue social doit être un dialogue productif, sur le terrain. Mais vous avez toutes et tous votre rôle, votre responsabilité à y jouer. Je crois à cette voie. Je crois à la capacité collective que nous avons, par ce biais, à donner beaucoup plus de souplesse, de pragmatisme à notre économie et donc de la rendre à la fois plus juste et plus efficace. Et de la même façon, nous devons donner plus de visibilité ensuite. Parce que pour franchir le cap de l'embauche, un chef d'entreprise, il a besoin d'y voir clair. La visibilité, je veux la donner de plusieurs façons. En matière de droit du travail, il y a un point décisif, en particulier pour les petites et très petites entreprises. C'est le coût de la rupture. On le sait bien. Et je le disais il y a un instant, je ne connais aucun chef d'entreprise qui embauche avec la perspective de licencier. Mais j'ai malheureusement croisé trop de chefs d'entreprise qui m'ont dit « Je n'embauche plus parce que j'ai peur de ce qui va se passer en cas de licenciement. Parce que j'ai peur, si demain ça allait moins bien, de me retrouver au prud'homme. Et ça durera des mois. Et ça va me coûter des sommes exorbitantes. » Et ils n'embauchent plus. Quand ça n'est pas celui ou celle qui, ayant un prud'homme en cours ou en sortant juste, se retrouve dans une situation où il vous dit plus jamais. J'ai connu ça, plus jamais. Je n'embauche plus. Je ne préfère ne plus prendre de commandes. Pour résoudre ce problème, j'ai conduit une première réforme de la justice prud'homale. Beaucoup m'avaient dit c'est impossible, tout le monde va se lever contre. Nous l'avons fait néanmoins. Elle a permis des améliorations. Raccourcir les délais. Avant la loi, c'était 27 mois en moyenne. 27 mois. 4 ans à Paris. Les délais sont en train de se réduire parce qu'il y a la possibilité, d'une part, d'accélérer la procédure si d'évidence nous ne sommes pas, dès le début, dans la situation de concilier entre l'employeur et le salarié, avec aussi l'obligation de mettre en l'état dès le début de dossier, ce qui évite les procédures excessives, et on le sait bien. Il y avait de part et d'autre trop de salariés, parfois d'employeurs, qui allaient dans une conciliation qui n'était ni préparée, ni fait, ni à faire, avec l'idée d'aller au procès. La mise en l'état du dossier dès le début, c'est une contrainte qui permettra de voir, dès la phase de conciliation, si le dossier est solide, s'il y a vraiment matière à une discussion et peut-être un contentieux. Et nous avons mis en place un référentiel des dommages et intérêts. Mais il faut aller plus loin. J'avais essayé de le faire. Malheureusement, une censure du Conseil constitutionnel était passée par là. Mais il faut mettre en place un plancher et un plafond des dommages et intérêts. Pourquoi ? Pas pour réduire les droits des uns ou des autres, comme j'ai souvent entendu, mais en observant les moyennes constatées par les juridictions et les jugements rendus les années précédentes. Permettre à tout employeur de savoir combien il aura à payer si les choses se passaient mal. Nombre de pays autour de nous l'ont fait. C'est beaucoup plus efficace, ça va beaucoup plus vite. Et ça évite des contentieux absolument abracadabrantesques, où vous le savez très bien, on peut se retrouver en première instance à devoir payer des dommages et intérêts mirobolants pour que, 1 ou 2 ans plus tard, en cassation, ce jugement soit revu. L'employeur se retrouve dans une situation terrible pendant ces 2 années, et que dire du salarié qui 2 ans plus tard aura à revenir sur les dommages et intérêts perçus? De la visibilité, de la stabilité par ce plafond, c'est ce que je porterai à nouveau, ce en quoi je crois. La visibilité et la stabilité, c'est aussi celle que nous devons conduire, nous devons assurer en matière fiscale. J'évoquais il y a un instant les éléments de fiscalité et de charges pour les entreprises, et en particulier pour les plus petites. Tout ça ne fonctionne plus si chaque année on change les règles.
si chaque année on revient sur un impôt qui a déjà fait l'objet d'une réforme. Parce que l'instabilité paralyse. Parce que l'instabilité fait que d'abord on n'y croit plus, qu'ensuite du coup on ne saisit pas l'opportunité. Je m'engage donc à ce que dans le marbre de la loi soit fixé un principe simple. Quand un élément de fiscalité, quand un impôt est modifié, cet impôt ne sera plus touché du quinquennat. Terminé. La visibilité est donnée dès le début. Et les acteurs économiques peuvent ainsi s'organiser, peuvent ainsi prendre des risques, peuvent ainsi entreprendre. Et c'est une nécessité absolue. Parce que pour réussir ces transformations, nous avons besoin d'entrepreneurs qui osent, qui prennent des risques, ce que vous êtes au quotidien. Et cela, nous devons l'encourager. L'encourager par ces simplifications, par ces règles en matière de travail, en matière de fiscalité que je viens d'évoquer, par la confiance que je veux rendre sur le terrain aux acteurs économiques, et parce que, Alexandre Sobo le disait très bien tout à l'heure, on doit se réconcilier avec la prise de risque. Vous le portez sur le terrain. Lorsque vous vous lancez, quel que soit votre secteur, lorsque vous acceptez une commande qui était parfois inattendue, notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui risquent. C'est ce que sont les entrepreneurs. C'est cette valeur que vous portez, de femmes et d'hommes qui entreprennent, qui risquent et qui réussissent très bien. Et je me félicite d'avoir toujours reconnu, même culturellement, cette capacité à réussir. Parce que vous êtes le ferment de ce qui nous permettra de sauver le pays, ce que j'ai souvent nommé le paradoxe français. Vous savez, quand on se compare avec beaucoup d'autres pays, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé en France. Il est interdit d'échouer. Je le disais tout à l'heure, c'est stigmatisant. Commencer à enlever les barrières, c'est stigmatisant dès l'école. Ce pays n'aime pas l'échec. C'est une erreur. Qui échoue a tenté. Le plus important, c'est de se relever de son échec et de tout de suite rebondir. Et donc de pouvoir s'organiser beaucoup plus facilement, d'où ces souplesses en matière de droit du travail. Mais en même temps, ce pays déteste la réussite. Il ne consacre jamais, ou trop peu, les entrepreneurs qui, ayant osé, parfois tout perdu et rebondi, réussissent formidablement. Et donc, en France, il ne faudrait ne pas échouer, mais ne pas réussir trop bien non plus. Sortons de cet esprit malthusien. Dans une économie qui se transforme, une économie de l'innovation, de la créativité qui est aujourd'hui la nôtre, nous avons besoin de femmes et d'hommes qui osent, qui tentent, qui risquent. Certains échoueront et nous les aiderons à échouer rapidement et à moindre coût. Et ils rebondiront. Et certains réussiront formidablement. Et nous les aiderons, nous les encouragerons et nous leur permettrons de réussir encore mieux. C'est cela ce que doit être le pays et rien d'autre. Enfin, pour que chacun vive de son travail, il faut que le travail rémunère. Nous avons une bataille à mener, essentielle, qui est aussi celle du pouvoir d'achat, qui touche les entrepreneurs comme les salariés, qui doit être compatible avec l'objectif de compétitivité et d'innovation que j'évoquais il y a un instant. Mais nous devons faire que le travail paye mieux, à la fois pour continuer à le rendre plus attractif et ne pas tomber dans les travers que monsieur vous évoquiez tout à l'heure et qu'on peut trop souvent voir, mais parce qu'aussi il est anormal aujourd'hui que la protection sociale, qui bénéficie à tous, repose trop largement dans son financement sur le travail. Or, c'est le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles tant de nos concitoyens sont étonnés de voir les entreprises, on le sait bien, se plaindre d'un coût du travail élevé, quand eux-mêmes ont le sentiment d'être trop peu rémunérés pour leurs efforts et qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail. C'est pourquoi je propose de réduire les cotisations salariales et les cotisations payées par les indépendants. Les salariés comme les indépendants seront concernés. Et ce faisant, de supprimer les cotisations maladie et chômage payées par nos salariés et d'avoir l'équivalent
pour les indépendants. Cela permettra d'augmenter sensiblement les salaires nets sans alourdir le coût du travail, ni détériorer la compétitivité, ni détériorer l'emploi. Et le financement de cette mesure se fera de telle sorte qu'on protège les travailleurs et les plus fragiles. Pour les plus modestes, et vous évoquiez tout à l'heure quelques situations ubuesques, une réforme des prestations sociales sera aussi nécessaire. Elles devront être retirées moins vite en cas de reprise d'activité pour inciter à retourner sur le marché du travail et soutenir le revenu des travailleurs les plus pauvres. Or, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Combien d'entre vous ont assisté à ce cas où des salariés ou de futurs salariés disaient « je ne prends pas ce travail, je vais perdre les avantages qui vont avec mon revenu de remplacement, ça ne me sert à rien ». C'est intolérable, à la fois pour notre société dans son ensemble, pour les dépenses sociales qui vont avec, et pour vous, qui vous battez pour offrir des emplois et accroître l'activité. Il faut donc corriger le biais de ce système. Et puis pour que chacun puisse vivre de son travail, il faut que le travail protège. Nous sommes aujourd'hui dans une économie de la connaissance où les cycles économiques s'accélèrent, où des entreprises, parfois des secteurs entiers, sont créés et détruits de manière toujours plus rapide, où les carrières sont moins linéaires, où chacun change de statut plusieurs fois dans sa carrière, en étant tantôt salarié, tantôt indépendant, tantôt en activité, tantôt en formation. Cela va s'accélérer et se généraliser. Voilà pourquoi, pour protéger, il faut permettre les transitions. Et c'est pourquoi je propose de revoir en profondeur notre organisation en matière de chômage et de formation professionnelle. Le chômage, je pense que ça n'est plus un risque sur lequel on puisse s'assurer individuellement. C'est pourquoi je propose de transférer son financement des cotisations chômage à l'impôt. Et en même temps, je propose d'en changer la philosophie. La solidarité doit aider toutes celles et ceux qui entreprennent et qui, au bout d'un temps défini, 5 ans, eh bien, ont soit un accident de la vie, soit un accident économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le droit au chômage doit être ouvert, après 5 années, à celles et ceux qui veulent démissionner, ils ont acquis ces droits, à celles et ceux qui sont indépendants et aujourd'hui ne sont pas couverts par ce risque du chômage. Or, ils entreprennent et ils peuvent tout perdre en perdant une commande. Et donc, considérer que le chômage est devenu un risque social dans une économie en bouleversement qui justifie la solidarité nationale. C'est un droit, ça n'est plus une assurance. Mais la contrepartie de ce droit, ce sont des devoirs. C'est le devoir, si vos qualifications vous le permettent et que les offres d'emploi sont là, d'accepter l'offre d'emploi qui vous est faite. Et donc, c'est la capacité à avoir un contrôle accru, assumé et porté dès après pour faire que nul qui a les compétences, la possibilité de, et qui se trouve avec la formation requise et qui a des offres d'emploi, reste dans la situation d'un chômage indemnisé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que notre situation est bien souvent incompréhensible? C'est le système d'assurance. C'est que nombre d'entre nos concitoyens disent « moi j'ai cotisé, j'ai cette assurance, j'ai donc un droit au chômage, et je vais le prendre. Je vais rester au chômage. » Ça n'est pas la majorité. J'entends beaucoup de discours stigmatisants sur ce sujet. Mais il y en a. Il faut assumer le contrôle. Mais on l'assumera beaucoup plus simplement si c'est un risque universel pour lequel on assume une solidarité nationale. Vous savez, elle est là. Mais avec l'exigence qui convient, c'est-à-dire un véritable contrôle. Et en même temps, si ce salarié n'a pas d'offre d'emploi dans son secteur, parce que son secteur est profondément sinistré, nous lui devons de la formation. Et j'en viens à la deuxième transformation profonde que nous devons conduire, celle de notre outil de formation professionnelle. Le sujet, j'entends beaucoup dans les débats politiques aujourd'hui parler de la dégressivité des droits au chômage. C'est un faux sujet, c'est hors sujet. La dégressivité, ça sert pour les cadres supérieurs qui peuvent retrouver vite, en effet, un emploi et qui sont dans la situation que j'évoquais tout à l'heure. Vous mettez de la dégressivité, vous réduisez le délai,
Ils vont en effet être plus rapidement incités à retrouver un emploi. Quand vous avez 10% de taux de chômage, faites de la dégressivité sur un salarié qui est peu formé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va plus rapidement être un salarié en fin de droit. Vous allez plus facilement faire ce que nous organisons collectivement depuis 30 ans, c'est-à-dire le pousser aux confins de la société. C'est ça ce qui va se passer si on fait de la dégressivité. Parce que le cœur du problème, aussi, c'est qu'il faut un système de droits et devoirs, un vrai et l'assumer, ce que je viens d'évoquer. Mais nous devons assumer de former celles et ceux qui sont au chômage dans des secteurs où il n'y a plus d'opportunités. Dans les 10 années qui viennent, je prenais l'exemple tout à l'heure, nombre de secteurs seront profondément transformés par le numérique. Les employés de banque, tout le monde le sait, tous les établissements bancaires en ont fait l'analyse. Certains disent 40, d'autres 50, parfois 60% des emplois de chargés de clientèle ou de compétences intermédiaires seront profondément bousculés. Quiconque fera l'objet d'un plan social dans l'une de ces banques, pensons une seule seconde qu'avec la formation qui est la sienne, il retrouvera un emploi. Non. Alors on peut lui dire, il y aura de la dégressivité, hein, on va être très dur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Or aujourd'hui, rien dans notre système professionnel n'est fait pour que cet individu, que cette personne puisse s'orienter vers un autre secteur, acquérir de nouvelles compétences et rebondir dans la vie. La transformation économique profonde que nous sommes en train de vivre et qui va s'accélérer, elle est encore bien plus grande que ce que nous avons vécu dans nos territoires avec le choc de la mondialisation des années 80-90, quand nous avons vu les aciéries, les mines, les laineries ou les velvéteries disparaître dans des parties entières de nos territoires, en laissant des centaines de milliers de nos concitoyens avec les compétences qui étaient les leurs tomber dans le chômage de masse et s'y installer. Et donc oui, la révolution que nous devons conduire aujourd'hui sur ce sujet, c'est celle de notre formation continue. Nous devons la repenser en profondeur. Les générations qui sont aujourd'hui au travail ne sont plus des générations qui seront formées pour toute la vie à 20 ou 25 ans. C'est un fait. Nous devons assumer qu'il y aura un investissement éducatif à faire tout au long de la vie. Vous aurez des moments de votre vie, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, parce que dans nos générations, 50 ans, c'est jeune, où il vous faudra vous reformer pendant peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Et donc accéder à des formations qualifiantes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, pour pouvoir changer de secteur, changer de statut. Et à l'issue de ces formations, avoir d'autres opportunités avec le même système de droits et devoirs. Vous devez prendre les offres d'emploi qui sont à la clé, avec un contrôle absolu, mais avec derrière cet investissement de la nation qui sera fait sur chaque homme et chaque femme. Parce que sinon, ce que nous faisons, c'est un gâchis social, c'est un gâchis économique, c'est un gâchis moral, c'est un gâchis politique, à la fin, au vrai sens du terme. Et donc, vous le voyez, cette transformation en profondeur du chômage et de la formation professionnelle, c'est aussi ce qui est au cœur de mon projet, ce dont notre économie, notre société a besoin pour gagner la transformation qui est aujourd'hui à l'œuvre. Vous l'avez compris. Je crois dans les chances de notre pays, mais pas avec les solutions d'hier. Je ne crois pas aux mesures de circonstances, je ne crois pas aux cadeaux, je ne fais pas de promesses financées sur les générations à venir. Je ne promets pas de mesures accessoires qui serviraient telle ou telle catégorie. Je suis intimement convaincu que nous pouvons relever ce pays. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent travailler, qui veulent entreprendre, qui veulent prendre des risques, qui veulent gagner davantage par leur travail, qui veulent vivre dignement grâce à leur travail, qui veulent accéder au travail. Pour cela, nous devons être plus radicaux sur certains sujets et prendre des risques politiques. Je les prends. Nous devons simplifier les choses. Je veux les simplifier, faire des choix en faveur du travail, car je veux être le président du travail et pas d'autres promesses. Mais nous devons collectivement prendre nos responsabilités.
par ce dialogue social indispensable, au plus près du terrain, dans l'entreprise et dans la branche. Et par cette transformation à laquelle la nation doit procéder pour préparer son avenir, accompagner cette transformation à l'œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, la société que je veux construire. Une société qui a le travail pour moteur, l'émancipation pour valeur. Une société qui tout entière porte l'ambition de développer le travail. Vous, par l'investissement et l'embauche, les pouvoirs publics, par de la stabilité, du long terme, l'allègement de vos charges et des normes qui pèsent sur vous. Et nous tous ensemble, par l'esprit de responsabilité qui seul peut accompagner l'esprit de liberté. Voilà, mesdames et messieurs, le projet auquel je crois. Ça n'est pas un projet qui se réalisera seul. C'est un projet qui a besoin de vous. Je vous remercie pour votre attention. Salut. Bravo. Merci beaucoup. On vous laisse profiter des applaudissements. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci Emmanuel Macron. Il est venu exprès pour nous, exprès pour vous. En fait, il fait l'aller-retour de Paris. Je pense que vous avez loupé le train, il ne faut quand même pas traîner. Un grand merci à vous. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci Emmanuel Macron. Vous allez regagner le hall. Et nous allons prendre 1 ou 2 minutes avant de poursuivre. Yann. De poursuivre cette assemblée plénière de l'Union des entreprises 35. Et on va demander dans quelques instants à 2 de nos débatteurs de cet après-midi de venir nous rejoindre, Alexandre. le temps que cela se calme un petit peu à l'intérieur de cette salle du Ponant. Ouais. Tu vas là-bas, à ta place. On va vous demander Merci à vous, Alexandre Sobo. d'aller Éric dehors, Woerth, s'il vous plaît. venez nous rejoindre Monsieur aussi. Macron, on va essayer pour poursuivre. Allez. Merci, Voilà, merci on de va laisser le poursuivre. journaliste. Hervé, venez nous rejoindre. Nous allons marquer une autre partie de cette plénière qui n'est absolument pas terminée. Nous allons en On quelque va sorte... laisser les portes se fermer, s'il vous plaît. Voilà. Allez, allez. Alors, on rassure Éric Woerth et Alexandre Sobo, pour le TGV, tout va bien. Il aura un peu d'avance pour une fois. Et tout devrait aller normalement. On va regagner la gare assez facilement. Allez, on a un quart d'heure ensemble. On a un quart d'heure ensemble pour, en quelque sorte, peut-être faire le débrief ensemble de ce que l'on a pu entendre, des choses. On voit que nous sommes, et c'est la thématique de cette plénière, nous sommes en campagne. La campagne démarre, primaire à droite, primaire ou non, selon les candidats à gauche, pour une élection où on attend beaucoup des hommes politiques. Éric Woerth, sur ce que l'on vient d'entendre avec Emmanuel Macron. Moi, je ne vais pas débriefer les propos d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est son choix. Il pourrait être, il ne le sera pas, il pourrait être ministre dans le gouvernement de François Fillon. Ce serait, au fond, la meilleure façon de faire la synthèse. Moi, j'ai entendu plein de trucs sur lesquels je suis d'accord, comme vous tous, j'imagine. La valeur du travail est très importante. Il faut baisser les charges des entreprises, il faut accroître la compétitivité, il faut que dans la France d'aujourd'hui, il y ait un donnant-donnant, que la solidarité n'est pas totalement gratuite, puisqu'elle est payée par tous les Français, qu'il y a évidemment une société de droits et devoirs. Tout ça, ce sont des sujets qu'on a beaucoup parcourus, souvent ensemble, avec parfois des succès et parfois des échecs. Moi, je crois que quand on refait le point sur les tables rondes qui ont eu lieu, et peut-être en miroir de ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce que nous avons dit ici, il faut réellement baisser les charges.
pas les charges salariales. Je pense qu'il y a un peu de confusion là. Il faut d'abord baisser les charges patronales, parce que le coût du travail, c'est les charges patronales. Et c'est parce qu'on aura baissé vos charges patronales que, notamment sur le travail non qualifié, comme sur le travail qualifié, mais aussi sur le travail non qualifié, vous pourrez recréer de l'emploi. C'est parce qu'on aura transformé le cadre du travail par le marché du travail et par le contrat de travail sur des sujets qui ont tout à l'heure été évoqués, tant sur la barémisation que sur la capacité à licencier, à sécuriser au fond à la fois le salarié. Le salarié doit être sécurisé, on est en France, il a des droits, il doit être sécurisé, mais le chef d'entreprise, il doit être sécurisé aussi. Parce que si le chef d'entreprise il n'est pas sécurisé, ben ça ne marche pas, il n'y a pas d'emploi. C'est comme le propriétaire d'un logement, s'il n'est pas sécurisé, il loue pas son logement. Donc vous pouvez toujours courir pour qu'il y ait des logements en location. Donc il faut évidemment faire très attention et ne pas inverser systématiquement les normes. Et cette société d'équilibre, c'est une société qui doit évidemment se réformer. Puis il faut aller vite. Le temps de l'administration, comme le temps judiciaire d'ailleurs, ne correspond pas aujourd'hui au temps de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir, mais il faut aller vite, et on voit bien qu'il y a une rupture aujourd'hui totale entre le rythme de l'administration, son incapacité au fond à accompagner les entreprises, parce qu'elle a le temps pour elle, alors que vous ne l'avez pas pour vous. Donc nous devrons bien évidemment mettre fin à cette société de normes, de lois et de règles, parfois inutiles, ou en tout cas superfétatoires. Et puis dernier point, le tiercé gagnant. Moi je suis maire de Chantilly, donc je me permets de parler en termes de tiercé. Le tiercé gagnant, non c'est une plaisanterie mais c'est pas grave, le tiercé gagnant c'est évidemment baisser la fiscalité et les charges. Baisser la fiscalité et les charges. Baisser l'impôt sur les sociétés, François Fillon le propose, 25%. Baisser les charges des entreprises, on l'a évoqué. Et puis évidemment transformer le CICE en baisse de charges, mais très sincèrement tout le monde dans la primaire de la droite l'a proposé. C'est dommage qu'Emmanuel ne l'ait pas fait quand il était lui-même en capacité de proposer le CICE au président de la République lui-même. Donc là on est dans un système très franco-français, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dessus, donc c'est dommage. En tout cas, fiscalité et charges. Je ne suis pas très favorable à l'idée. C'est une idée qui est aujourd'hui dans la presse, donc je ne suis pas très favorable à l'augmentation de la CSG. Je pense il propose au fond la CSG sociale. Je préfère la TVA sociale. François Fillon propose une TVA sociale. Pourquoi? Parce que la CSG sociale, la CSG, elle est sur la feuille de paye. Et c'est assez curieux de vouloir réduire l'écart entre le brut et le net, et puis augmenter la CSG qui va baisser, bien évidemment, ou augmenter cet écart entre le brut et le net. Donc ce n'est pas une bonne manière de faire, et ce n'est pas une façon très efficace. Et puis par ailleurs, il y a quand même un régime assurantiel. Je pense qu'il ne faut pas oublier complètement les fondamentaux de notre système social. Et on peut discuter de l'assurance maladie. François propose, c'est vrai, de supprimer l'assurance, enfin, les cotisations d'assurance maladie, c'est à peu près 5 milliards d'euros salariales. Mais pas l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est vraiment ce qui est au cœur, en réalité, là, cette fois-ci, de la responsabilité de l'entreprise. Qu'on augmente les garanties pour les travailleurs indépendants, bien sûr. Il faut vraiment y réfléchir, il faut parvenir à des garanties pour les travailleurs indépendants. Mais pas supprimer l'assurance chômage, les cotisations d'assurance chômage pour les salariés. C'est à mon avis une grande erreur que de faire cela. Et ça n'aura aucun impact, ni sur le pouvoir d'achat des Français, puisque ça baissera le pouvoir d'achat, notamment des retraités, ni sur la compétitivité des entreprises. Et puis il faut inciter au travail. Il faut considérer que la solidarité, l'excès de solidarité ou la solidarité mal pensée ou mal appliquée étouffe en réalité la compétitivité du pays. Et donc il faut retrouver des règles et au fond mettre de l'autorité dans le système. Le vrai problème, c'est que le système, il a beaucoup perdu d'autorité. Et moi j'ai un point de divergence aussi avec Emmanuel Macron. Tout à l'heure, c'est sur la pénibilité. Je pense qu'il faut mettre fin à cette usine à gaz qu'est la pénibilité. La pénibilité, vous ne pouvez pas la supporter longtemps dans vos entreprises. C'est une usine à gaz totale. Il y a des conditions tout à fait qui ne peuvent pas être mises en œuvre. C'est une charge administrative considérable, comme il faut supprimer d'ailleurs l'idée que les entreprises puissent jouer le rôle d'intermédiaire dans le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. On ne peut pas avoir des lois et qui mettent des charges supplémentaires. Il faudra mesurer l'impact de toute loi ou toute règle sur la capacité des entreprises à se développer. Donc non à la pénibilité. Entre nous d'ailleurs, la pénibilité, nous l'avions intégrée à la loi retraite, Emmanuel Macron l'a noté, nous l'avions intégrée sous un angle médical, donc sous un angle rationnel, pas dans l'idée de créer de nouveaux régimes spéciaux.
car la pénibilité à la mode Hollande, Macron, Valls, Hérault, je ne sais plus très bien qui, enfin, et Touraine, puis je peux en rajouter d'autres. Cette pénibilité-là, c'est un régime spécial nouveau qui créera donc évidemment de nouvelles injustices. Et j'ai dit tout à l'heure, pas de poids, de mesure. Et comme le poids est un élément de pénibilité, je persiste et je signe. Et moi, quand je suis sorti de mes études, il y avait une très belle formule. Je suis sorti de mes études il y a un certain temps déjà, mais il y avait une très belle formule qui était le nom de ma promotion, qui était d'apprendre à oser. Et je pense que la société française, elle doit réapprendre à oser. Alors, vous osez tout le temps, sinon vous ne seriez pas chef d'entreprise, mais la société française cherche à se protéger en se terrant finalement ou en se repliant sur elle-même. Nous devons apprendre à oser, et apprendre à oser, c'est évidemment avec l'envie de reconquérir le monde. La France et l'Europe peuvent reconquérir le monde sur le plan économique comme sur le plan des valeurs. J'ai aucun doute là-dessus. Merci Eric Woerth. Alexandre Sobo. Écoutez, je n'avais pas compris que je devais reprendre la parole, donc je suis un peu inquiet, mais je suis d'autant plus inquiet que, si j'ai bien écouté, j'ai été cité 2 fois par Emmanuel Macron, et j'espère qu'Eric Woerth et Elisabeth Le Callennec vont continuer à me parler quand même. Je suis toujours un peu inquiet dans cet engagement fort du monde patronal d'être au service des entreprises et de surtout pas rentrer dans le jeu politique. Je pense que c'est important, et c'est d'autant plus important que je pense qu'en France, la cause de l'entreprise a progressé. On l'a entendu dans les propos d'Emmanuel Macron comme d'Eric Woerth, mais ce n'est pas encore cet objet qu'on devrait sacraliser, qu'on devrait protéger, qu'on devrait défendre, qu'on devrait aider. On n'y est pas encore. C'est le cas dans de nombreux pays. Il y a des progrès en France, mais c'est ça qu'il faut finir. Et je dirais, à travers les morceaux de consensus qu'on a vus apparaître dans certains éléments de discours ou de convergence, je pense que c'est vraiment de sacraliser l'entreprise qui est important. Et comme je le dis à chacun, quand ils seront dans les 2 grands partis de gouvernement de droite et de gauche, conscients que l'entreprise est un bien rare, que le chef d'entreprise est un héros et pas un suspect, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Merci beaucoup, Hervé. Je vais vous les laisser applaudir encore, parce que ce que disait Yann tout à l'heure était vrai. Quand on a vu Eric Woerth, c'était au mois de juillet, vous avez une phrase qui nous a vraiment plu, Yann et moi, c'est que quand on vous a dit, donc vous venez vraiment à l'assemblée plénière de l'UE35, votre réponse a été, quand je vous dis oui, c'est oui. Et vous avez tenu parole. C'est pas simple, vous avez fait l'aller-retour, vous aussi, pour venir en Ille-et-Vilaine. La même réflexion va à Alexandre Sobo. Alexandre a tout fait pour venir, parce qu'il a plein de choses à faire en ce moment à Saint-Étienne. Les 2 se sont engagés pour nous tous, pour vous. Je voulais vraiment que vous les remerciez chaleureusement. Ils le méritent. Merci à vous. Merci à vous 2.